Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur un fait d'actualité autour de l'épopée de Carlos Ghosn. En effet, le 30 décembre 2019, après une incarcération totalement inédite, on se retrouve une nouvelle fois face à un personnage qui active manifestement des énergies étonnantes autour de lui et qui crée des effractions, je dirais, au niveau des événements qui sont totalement, je dirais, imprédictibles, autant surprenants les uns que les autres, et son évasion du 30 décembre 2019 est effectivement une illustration. Alors, lorsqu'il y a comme ça un fait qui sort de l'ordinaire, je ne résiste pas à l'appel de regarder du côté de l'orchestration des planètes pour voir ce qui est à l'œuvre. Et en matière, je dirais, d'orchestration, eh bien, Carlos Ghosn met la barre très très haut. Alors, avant de rentrer, je dirais, dans le déroulement des différents éléments, des différents événements et éléments également, à partir de son incarcération jusqu'à son évasion là en fin d'année 2019, je vais d'abord rentrer dans la logique du thème de ce personnage, parce que c'est à partir de, je dirais, d'une bonne compréhension de ses ressorts intérieurs qu'on a accès ensuite à une meilleure visibilité et lisibilité au niveau des transits et au niveau événementiel. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'il nous manque l'heure de naissance. Alors, l'heure de naissance impacte sur deux points. D'abord, la position de la Lune qui se déplace d'1 degré toutes les 2 heures, donc ce qui fait que la Lune est effectivement en Taureau, mais à plus ou moins 21 degrés et après. Et puis également, donc ce qui fait qu'au niveau des transits précis autour de cette planète-là, eh bien, on n'est pas en mesure de pouvoir l'activer. Et puis l'autre élément manquant, c'est les secteurs de vie dans lesquels se trouvent habitées les différentes planètes, puisqu'on les voit chacune dans leur signe, mais il nous manque le secteur dans lequel s'active la fonction planétaire en question. Alors, au-delà de ces deux éléments manquants, il est clair que la carte du ciel, de toute façon, apporte des éléments, beaucoup d'éléments avec une richesse d'interprétation sur le plan du fonctionnement global de l'individu. Donc on va visiter la dynamique de son thème pour voir un petit peu les ressorts de ce personnage qui sort manifestement du commun. On a 3 pôles dans son thème de naissance. Le premier pôle visible par lequel je vais rentrer dans l'interprétation de son thème correspond au personnage, je dirais, intime, au pôle affectif, à tout ce qui renvoie finalement au projet personnel, avec le Soleil, Vénus, Uranus en Cancer, et tout ça relié à la Lune en Taureau. Et puis, dans ce paquet-là également de planètes, eh bien, le Soleil attire à lui ce Saturne en Scorpion. Donc, l'ensemble forme une première polarité qui tourne autour de ses projets personnels et de son personnage intime. Le deuxième pôle de personnalité, c'est le personnage public, qui est en rupture, comme on le voit avec l'angle de tension, qui est en rupture avec son personnage intime. Donc le personnage public, lui, active d'autres forces. Donc il attire à lui Neptune, il est également en lien avec Pluton, et puis on a également une harmonique avec Cérès en Balance. On se retrouve sur des signes qui sont sur une logique de fonctionnement complètement différente. Là, on est sur des signes qui visent la stabilité, la constance, la durée, et là, on est au contraire sur des signes qui s'adaptent à l'imprévisibilité et qui sont en permanence en conquête. Le troisième pôle de son thème tourne autour de ce Mars en Sagittaire. Alors, ce Mars Sagittaire rallie à lui
les forces de la très grande transcendance. Et là, c'est quelque chose qui est, je dirais, un marqueur important du thème de ce personnage et qui explique en très grande partie à la fois, je dirais, sa percée d'un point de vue public, mais également les événements percutants qui entravent, je dirais, son parcours de vie. Alors, ce Mars Sagittaire est donc relié à Eris, mais également relié à Pluton en Lion. L'ensemble donc de ces trois planètes-là renvoie, je dirais, à la pulsion de vie. À la pulsion de vie, mais aussi en lien quelque part avec les forces de la transcendance, donc avec les pulsions de mort. Dans ce pôle-là, il y a un grand instinct de créativité, mais aussi de destructivité. Les deux sont liés. Alors, pour rentrer donc dans l'interprétation de son thème, j'aborde en premier lieu son pôle, je dirais, personnel et tout ce qui tourne, tout ce qui renvoie au projet qui le touche, je dirais, affectivement, personnellement, parce que contrairement à l'image qu'il peut envoyer, hein, parce que c'est le moins qu'on puisse dire, c'est quelqu'un d'affectif. On est sur, mais cette affectivité-là ne se déploie que dans un cadre extrêmement intime et très resserré, très sélectif, qui, en tous les cas, sont portés par le Soleil, par Vénus en Poisson et par Uranus en Cancer et Saturne en Scorpion. Plus la Lune qui se trouve en Taureau. Donc la synthèse de ces différentes planètes-là indique en tous les cas des attachements qui sont fidèles, qui sont constants, avec des éléments de possessivité également sur les intimes qui tournent autour de lui et qui appartiennent, je dirais, à son quotidien et là où il se ressource d'une façon générale, puisque la Lune se trouve dans ce secteur-là, finalement, des liens affectifs et des projets personnels. Ainsi, lorsqu'il investit une personne, il fait preuve d'une grande sélectivité. Et il a également, derrière cette sélectivité-là et cette constance de sentiment et cette fidélité de sentiment, quelque chose de l'ordre du devoir qui s'active. Et il est, je dirais, d'autant plus responsable et d'autant plus exigeant qu'il est face à des difficultés éventuellement. Et c'est dans ce contexte-là qu'il se montre le plus, je dirais, le plus proche et le plus fidèle dans ses sentiments et le plus engagé profondément sur ses valeurs essentielles. Parce que là, finalement, ses valeurs à lui, ce sont beaucoup des valeurs affectives et personnelles. Aussi bien le Soleil qu'Uranus renvoient à cette notion de valeur. Et d'éthique aussi, dans une certaine mesure. Alors, cette lune-là est quand même grandement percutée. Alors, elle est percutée déjà par une tension avec Pluton, mais elle est également malmenée par une opposition à Saturne. Alors, elle n'est pas nécessairement visible là au niveau de la carte du ciel, mais de toute façon, elle est prégnante, puisque dans ses premiers mois de vie, eh bien, il a eu Saturne qui était opposé à la Lune. Donc, ces deux planètes-là renvoient à la famille Petit t. Et la famille Petit t, en astrologie conditionnaliste, correspond à une famille qui sensibilise au manque, à l'inconnu, qui sensibilise au registre d'insécurité, ce qui fait qu'on est paradoxalement face à un personnage qui manque de sécurité interne. Il est, je dirais, hypersensible aux moindres signes qui enverraient des signaux en direction d'un manque, d'une précarisation de sa situation. Et donc, on comprend qu'en creux, cette faille-là intérieure est bien nourrie des projets, je dirais, et un personnage social qui est en permanence en quête de richesse, en quête de nouveaux projets,
qui est, je dirais, qui a également le flair des coups gagnants, parce que son Jupiter Gémeaux est relié aux planètes grand T de la transcendance, donc Neptune et Pluton. Donc c'est quelqu'un qui est intuitif sur le versant, je dirais, socio-professionnel, et qui est, je dirais, qui a le flair des coups gagnants, mais aussi qui anticipe très probablement sur le coup d'après. Alors, ce personnage-là social est en rupture avec le personnage intime, personnel. Autant lui, quelque part, on l'identifie, il est cernable, autant celui-là, il échappe avec Neptune et il s'est, comment dire, construit d'une façon protéiforme, d'une façon multiple, et il est donc très compliqué de voir et de comprendre, d'appréhender derrière ce personnage-là public la réelle personnalité de l'individu. Parce que les deux fonctionnent de façon très discordante et donc son personnage public ne renseigne absolument pas sur son personnage intime. Alors, ce pôle-là de personnalité a également, je dirais, la particularité de s'établir, alors c'est même pas le mot s'établir, hein, d'avancer, voilà, c'est plus juste, d'avancer en permanence sur des éléments mobiles, sur des éléments qui sont adaptés, je dirais, au mouvement de la société, mais qui ne favorisent pas, mais tous ces signes-là ne favorisent absolument pas la construction et la solidité sur le long terme. Ce qui fait qu'il est pressenti dans la lecture de son thème qu'il est conscient de l'aspect volatile de son personnage public, avec effectivement d'où une espèce de fuite en avant, aussi bien au niveau probablement des projets qu'il devait initier ou qu'il devait saisir avec opportunité, parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'opportunisme avec Jupiter. Mais derrière ça, eh bien, il a toujours le sentiment que tout peut s'écrouler en un instant, parce que quelque part, sa carrière professionnelle repose sur du vent. Je pense qu'il y a ce sentiment-là qui travaille en creux et qui du coup le porte en permanence à une fuite en avant sur le plan socio-professionnel. Et effectivement, quand on est sur cette dynamique-là, eh bien on ne peut pas construire, on ne peut pas consolider, on ne peut pas stabiliser. Et la carrière professionnelle peut ressembler à un château de cartes. Et c'est ce qui effectivement donc s'est produit le fameux 19 novembre 2018, où il s'est retrouvé incarcéré brutalement. Alors en soi, je dirais, ce Jupiter Gémeaux on n'aurait pas pu anticiper cet effondrement-là de ce château de cartes socio-professionnel s'il n'y avait pas eu. Enfin, l'anticiper, d'ailleurs, je n'aurais jamais anticipé, mais en tous les cas, là, je le comprends, à travers donc la troisième polarité. Parce que cette troisième polarité-là, je dirais qu'elle correspond au nœud de l'affaire, à plusieurs niveaux. Donc, on s'aperçoit que ce Mars Sagittaire est dissonant à son personnage public, mais également à son personnage intime. Ce qui signale que ce Mars-là est en pulsion. Mars, c'est les pulsions, mais c'est également l'impulsivité. C'est également les réactions du corps qui peuvent se faire à l'insu, je dirais, de la conscience de la personne. Et c'est ce qui est d'ailleurs un des marqueurs de son thème, puisque ce Mars-là est dissonant à l'ensemble des planètes petit-terre. Et les planètes petit-terre, à travers Jupiter, le Soleil, mais qui
qui tire derrière lui, donc Uranus. Ces 3 planètes-là, ce sont des planètes qui favorisent la maîtrise, qui favorisent le contrôle, qui favorisent la remontée des informations à la conscience. Eh bien lui, quelque part, son instinct est totalement débridé, il est hors de contrôle, aussi bien pour les autres très probablement que par rapport à lui-même. Et il est à la fois, je dirais, le moteur très probablement de sa réussite flagrante et puis, je dirais, absolument spectaculaire, parce que ce Mars-là est un Mars très probablement extrêmement dominateur. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui a un espèce d'instinct qui le guide, des rapports de force insidieux, avec donc aussi bien Eris que Pluton, mais également qui, pour asseoir ce rapport de force en sa faveur, devait ou doit utiliser les ressorts de la terreur autour de lui. Ce qui fait que certaines personnes devaient très probablement, inconsciemment ou consciemment, en sa présence, se sentir comme en danger de mort symbolique ou même, je dirais, en tous les cas, un minimum symbolique. Sa présence avec ce Sagittaire, ce Mars Sagittaire, est envahissante. Il devait saturer, alors moi je ne l'ai pas rencontré directement, autant dire, mais quand il arrive dans un espace, il doit saturer l'espace de sa présence. Je pense qu'il a une présence très magnétique, il a une présence en tous les cas où il envoie de façon imperceptible en messages subliminaux permanents aux interlocuteurs le fait que c'est lui le chef, que c'est lui le dominateur et que c'est lui qui tire les cartes, qui a le jeu de cartes entre les mains et quelque part le droit de vie et de mort sur les personnes de son entourage. Alors, ce Mars-là a dû heurter, c'est pas très difficile à anticiper ni à comprendre, a dû heurter certains personnages publics majeurs, où il a dû s'imposer en force et écraser sur son passage quelques notoriétés ou quelques personnages en tous les cas avec un statut reconnu, mais également ce Mars-là, par ses réactions irrationnelles, parce que là on est face à quelque chose d'irrationnel avec Pluton et avec Eris. Il a dû heurter également l'ego de certaines personnes. Donc, tant qu'on est effectivement dominateur, tant qu'on a, je dirais, le surplomb pour emporter avec son propre élan les scènes autour de soi, tout va bien, mais ces énergies-là sont très difficilement contrôlables et du coup peuvent se retourner contre la personne, parce qu'on est face à des énergies qui, comme l'histoire de la bombe atomique en lien avec Eris, eh bien, sont susceptibles de se retourner contre l'individu. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au moment de son incarcération. C'est-à-dire que il a semé le vent et il a récolté l'ouragan, parce que là on est au-delà de la tempête par rapport à sa vie. On est sur des vies du coup qui, en effet boomerang, les énergies comme ça qui sont envoyées sur l'extérieur à partir du moment où le processus se retourne contre l'individu, eh bien on est sur l'idée d'une vie qui se retrouve littéralement pulvérisée. C'est pas seulement cassé, c'est pulvérisé. Et là, en l'occurrence, sa vie a été pulvérisée à 3 niveaux. Avec ce retour, je dirais, des énergies subtiles contre lui. Donc, il a été atteint, je dirais, presque dans sa chair. Il a été atteint également au niveau de son personnage social et de sa carrière professionnelle qui s'est totalement écroulée. Et puis, il a également été atteint, je dirais, au niveau de ses bases affectives et au niveau de son projet personnel. Alors, il est intéressant de repérer qu'au moment de son incarcération, Neptune se trouvait là. Neptune, c'est une planète de la transcendance. Elle s'est retrouvée au carré de son Mars, mais également du coup au carré de ce personnage social-là. Ce qui fait qu'il n'a dû absolument rien
dû voir venir, parce que Neptune en négatif est une planète qui trouble, qui perturbe et qui génère de la confusion. Donc à la fois, il n'a pas dû voir arriver le coup, mais au moment où il a été entre guillemets assommé, il a dû véritablement être en état de choc physique et incapable de mettre du sens sur ce qui, dans un premier temps, en tous les cas, en état de choc, il a été incapable de mettre du sens sur ce qui se passait. Ce transit-là s'étend jusqu'en février 2019, ce qui fait qu'on peut considérer que l'essentiel de ses perturbations de vie aux trois niveaux, niveau physique, niveau social, socio-professionnel et niveau personnage public, personnage intime, eh bien l'essentiel est quand même a priori derrière lui. Et là, dans le ciel actuel, Neptune donc est conjoint à ce Soleil qui est lui-même trigone du coup à Uranus en Cancer sur l'année 2020. Donc là, il va être sur un phénomène de reconstitution, de reconstruction, de nouveaux caps personnels sur lesquels il va s'orienter et qui vont lui permettre, entre guillemets, de recoller les morceaux de ce personnage, de cette vie personnelle qui a également été complètement sans dessus-dessous. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Mars-là, comme il est trigone à Pluton, et en tension avec la Lune, c'est quelqu'un manifestement qui devait choisir, ou en tous les cas, c'était son instinct qui parlait comme ça, qui préférait, préférait, je ne sais pas si c'est véritablement le terme, mais en tous les cas, qui dans sa posture provoquait le rejet, provoquer, je dirais, la terreur, générer de la terreur autour de lui et un extrême sentiment d'insécurité, plutôt que de subir le rejet et la précarisation. C'est-à-dire que au fond de lui-même, il a ce sentiment-là de ne pas être assimilé, de toujours être extérieur, de toujours être étranger, d'où ces multiples nationalités, où quelque part on est de partout, mais où on est effectivement de nulle part aussi. Donc ce qui fait que plutôt que de subir le rejet, de subir la mise au banc de la société, eh bien par son régime comme ça de rapport de force et puis d'instinct de domination à une puissance extrême avec ces énergies-là d'Éris et de Pluton, eh bien il a choisi l'option de la provocation, puisque là avec le lion on est dans la provocation, donc de provoquer et d'assumer quelque part le rejet, sachant que ce n'est pas sur ce versant-là que se jouent les attaches affectives. Elles sont là. Du coup, quelque part, il prenait, je dirais, pas trop de risques sur le plan personnel, puisque ça se jouait sur la scène, je dirais, sociale et extérieure, et sur un espèce d'instinct de conquête de tous les territoires. Alors, ce qu'il y a de véritablement intéressant, c'est qu'au moment de son évasion le 30 décembre 2019, lorsqu'on regarde les transits qui pourraient expliquer les mécanismes à l'œuvre d'un point de vue, je dirais, astrologique, eh bien, si on s'arrête aux planètes habituelles, en excluant du coup Eris, eh bien, on ne trouve pas grand-chose, la pêche est très maigre et on n'arrive pas à comprendre par quel miracle il a réussi, entre guillemets, à s'évader. C'est simplement avec l'observation de la position d'Eris dans le ciel actuel qu'on arrive à mettre du sens sur cette effraction dans le réel, parce que personne ne l'attendait, je dirais, sur ce terrain-là. Tout le monde a été surpris, et ce sursaut-là de libération
et d'évasion est en lien avec un instinct de survie, parce il avait pressenti et il en avait une conscience aiguë que s'il restait incarcéré là-bas au Japon, eh bien, il était anéanti aussi bien au niveau des énergies vitales du corps que sur le plan effectivement de tous ses projets professionnels, mais également de son pôle affectif. Donc pour lui, c'était quelque part l'énergie du désespoir de s'évader et de réussir l'exploit avec le lion. On est sur une notion d'exploit et de réussir l'exploit de s'évader. Alors ça s'est fait au 10e de degré près. Alors là, ça me laisse toujours, je dirais, scotché par à la fois la puissance des énergies des planètes qui tournent autour de nous, mais également de la précision d'horloger avec une minutie, je dirais à la seconde près, qui laisse pantois et qui de toute façon interpelle véritablement. Parce que Eris est une planète qui se trouve, c'est d'abord une planète naine, elle est totalement oubliée de tout le monde, elle se balade entre le nuage de Oort et puis la ceinture de Kuiper, et lorsque dans le ciel de Carlos Ghosn, eh bien, elle s'est retrouvée à 23 degrés 14, a priori donc du bélier, eh bien elle a formé un trigone exact au 10e de degré près, avec ce Pluton-là qui se trouve en Lion à 23 degrés 13. Ce qui fait que le 31, eh bien effectivement, on était à le Eris et se retrouver donc pile poil en rétrogradation à 23 degrés 13 sur Pluton. Alors, ça me laisse entendre que ce personnage-là est vraiment hors norme. Alors, non seulement, je dirais que les événements de sa vie sont extrêmement spectaculaires, mais également, il a un espèce d'instinct des énergies invisibles qui peuvent porter et qui peuvent véritablement transporter quasiment dans une autre dimension, puisque son évasion a lieu avec une synchronicité étonnante autour d'une harmonique Eris-Pluton qui par conséquent renvoie également à son Mars par le jeu des aspects. C'est un peu comme une boule de billard. Quand Pluton et Eris sont activés, eh bien, elle renvoie nécessairement à ce Mars-là. Donc ce personnage-là est totalement hors norme, à la fois par les événements qui le marquent, mais effectivement comme il manie les énergies subtiles et parfois il perd le contrôle parce que tout ça c'est pas relié au niveau petit r des familles RET de Jean-Pierre Nicolas, du coup ça peut lui échapper, mais lorsqu'il arrive à se reconnecter sur ces énergies-là, il est capable véritablement d'exploit. Donc je pense que son histoire n'est absolument pas finie et qu'il va continuer particulièrement à animer l'actualité par sa vie rebondissante. Voilà, j'espère que cet éclairage via l'astrologie eh bien, vous aura permis de comprendre, je dirais, les enjeux à l'œuvre dans l'invisible et qui, en tous les cas, permettent de mieux comprendre je dirais, tous les ressorts qui se trouvent autour de nous et prendre conscience qu'effectivement, on est vraiment très très peu de choses. En vous souhaitant une bonne suite de journée. À très bientôt. Au revoir.